Ce podcast est présenté par Time to Fix. Time to Fix, compagnie de Laval spécialisée dans la vente et l'achat de téléphones cellulaires ainsi que dans la réparation de téléphones cellulaires ainsi que de portables ou de tablettes. Si vous avez un problème avec votre cellulaire ou votre tablette, Time to Fix. Et en plus, pour tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent, soit sur YouTube ou sur les sites de streaming tels que Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, Spotify, Google Podcast, Google Balado, Balado Québec. Donc, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube, ils avaient un rabais de 15% à l'achat de téléphone cellulaire chez Time to Fix. Donc, vous n'avez qu'à montrer la preuve que vous me suivez, que vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur les sites de streaming, et vous n'avez qu'à prononcer le code Time to Fix. Donc, nous allons commencer. Avant de commencer, dans le fond, je vais juste rappeler à mes abonnés vous rappeler de lorsque vous écoutez un de mes podcasts, si vous me regardez sur YouTube, likez la vidéo, posez un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. Puis, si vous m'écoutez de manière audiovisuelle et que c'est sur Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Google Balado, Balado Québec, Spotify ou tout autre bon podcatcher où mon podcast est disponible. Parce que oui, je suis disponible sur beaucoup de plateformes maintenant. Donc, vous pouvez donner une note à mon podcast. Ça va jusqu'à 5 étoiles. Vous pouvez poser un commentaire. Et vous pouvez aussi partager aussi sur vos réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est simple. Ça va faire que mon podcast va apparaître, va être, va rentrer dans l'algorithme. Et lorsque vous allez chercher des podcasts, mais moi, je vais apparaître dans la top liste des podcasts les plus en vue et les plus écoutés. Donc, ça va nous permettre de grossir en tant que communauté. Puis, évidemment, ça va permettre de toujours avoir accès à toujours plus de contenu. Donc, parce que le podcast, je le fais pour moi, mais je le fais pour vous aussi, bien avant tout. Donc, on est une famille, on est une communauté. Donc, c'est tous ensemble que nous allons faire grossir l'aventure. Donc, sans plus attendre, commençons cet épisode. Bon, bienvenue à De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Hey! Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous vous êtes ennuyés, parce que moi, je me suis ennuyé. Écoutez, ça fait presque 2 semaines que j'ai pas fait d'épisode. Pourquoi? Parce que je suis débordé. L'école, le travail, ma business, parce que je suis entrepreneur aussi. Je suis à mon compte. Je travaille pour une compagnie et je suis à mon compte aussi dans un autre domaine. Donc oui, je suis entrepreneur. Puis je m'entraîne aussi. Je fais de la musculation, comme tout le monde l'a dit. C'est les sports de combat que je pratiquais depuis un an.
là, présentement, c'est un peu mort parce que ça coûte cher. Puis présentement, je dois faire attention à mes dépenses. Puis dépenser intelligemment. Donc, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais j'ai hâte de recommencer parce que j'aime ça, j'aime me battre, j'aime faire du sparring, j'aime suivre des cours avec mes entraîneurs. Donc, j'ai hâte de recommencer, mais ça sera pas pour tout de suite. Puis j'ai, comment dire, aussi présentement aussi, je suis en couple. Je fréquente je suis nouvellement en couple. Donc, ça aussi, c'est beaucoup de temps. Donc, mais c'est du temps bien investi. donc, euh, donc c'est ça. Fait que je cours après le temps. Présentement, là, sérieusement, là, je cours après le temps. J'ai comme. Donc, je sais, je vous avais dit que j'allais faire non possible faire 2 épisodes par semaine. Puis je me rappelle quand j'ai commencé mon podcast, je crois que j'en ai fait peut-être, je pense que j'en ai peut-être fait 3 ou 4 en une semaine. Parce que j'étais super excité, puis je voulais faire plein de contenu, puis je voulais genre, comment dire, offrir plein de contenu, puis je visais plus la quantité, je visais aussi la qualité, mais je visais surtout la quantité, puis je me suis rendu compte finalement que un podcast, oui c'est bien d'avoir beaucoup d'épisodes, oui c'est bien d'avoir beaucoup de contenu, mais il faut prendre le temps de les faire, les épisodes, parce que si tu prends pas ton temps, ça se peut que des fois tu tournes en rond, et ça se peut aussi que des fois tu sois en perte d'inspiration, ou ça se peut aussi que, comment dire, qu'on ait atteint un plateau parce que tu es comme perdu. Puis ça se peut aussi des fois que la qualité de tes épisodes laisse à désirer à cause du fait que tu as peut-être trop visé la quantité. En voulant offrir une qualité quand même, mais si tu as trop priorisé la quantité, mais ça peut donner un résultat qui n'est pas toujours intéressant. Donc, écoutez, ça fait juste presque 2 semaines que j'ai pas fait d'épisode, puis c'est pas la fin du monde. Il y a certains podcasts que je suis, que des fois, les artisans de ces podcasts-là peuvent être un mois sans en faire. Donc, je pense que à 2 podcasts par semaine, puis des fois aux 2 semaines, je pense que on va être capable de continuer, de continuer à ce rythme-là, puis on va, puis tant mieux, vous allez me manquer, puis je vais vous manquer. Donc, mais je me réadapte, puis je vais recommencer très prochainement à poster et à produire 1 à 2 épisodes par semaine. Puis il y a l'école aussi qui rentre en ligne de compte. Puis l'école, par exemple, j'ai des choix à prendre parce que moi, les études, c'est quelque chose d'important pour moi, mais ce n'est pas une finalité. Donc là aussi, je vais devoir prendre une décision. Puis, il y a une autre chose aussi. Moi, j'ai pas de Patreon encore. Parce que, tout de même, mon podcast, il existe depuis, quoi, j'ai créé mon podcast en juin. En juin, j'ai créé mon podcast, je crois. Donc, c'est vraiment, c'est pas, il est pas très vieux, mon podcast, tu sais. Puis, oui, je compte prochainement avoir un Patreon pour pouvoir vous offrir du contenu exclusif. Mais, pour l'instant, comment dire, je n'ai pas encore tout bien défini comment je vais faire ça. Donc, je ne veux pas créer un Patreon juste pour ramasser votre cash puis pas offrir du contenu en conséquence. Parce que, oui, un Patreon, c'est pour faire de l'argent. Puis même s'il y a certains artisans de podcast qui vont vous dire ah, ben moi j'ai un Patreon, puis tu sais, je m'offre pas de salaire avec ça, puis je me rends pas riche avec ça. Mais la réalité, c'est que quand tu as un Patreon, c'est parce que tu vas aller chercher, parce que tu vas aller chercher des revenus supplémentaires. Ça peut être parce que tu ne fais pas d'argent avec ton podcast, ou ça peut être que tu fais de l'argent avec ton podcast, mais mais tu veux en faire plus pour éponger certaines dettes ou faire juste une autre sorte de profit. Donc, c'est pas vrai de dire que tu fais un Patreon juste pour le fun. Non. Tu fais un Patreon parce que tu vas offrir plus de contenu, tu vas offrir du contenu exclusif, puis tu veux évidemment que les gens payent pour ce contenu-là, puis c'est du temps que tu mets,
Puis tu peux avoir acheté du matériel en conséquence pour ça. Donc, un Patreon, oui, un Patreon va servir à payer pour du matériel, mais ça va aussi, c'est de l'argent qui va dans nos poches aussi. Donc, moi, je carte sur table. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça vivre un jour, entre autres de mon podcast, pas juste de ça, parce que j'ai plein d'autres choses, mais j'aimerais ça un jour que mon podcast me permette de retirer un certain revenu. Donc, c'est pour ça que je vise la qualité et non la quantité. Puis c'est pour ça que probablement dès l'année prochaine, je vais commencer à offrir un Patreon. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? Je vais vous donner une énigme ou une anecdote que je n'ai pas inventée, mais que je vais adapter. C'est l'anecdote de la blue pill et de la red pill, ou de la pilule bleue ou de la pilule rouge. Si vous auriez le choix entre une pilule bleue qui vous permettrait de voir la vie comme vous voudriez, puis qui vous permettrait d'entendre les choses que vous voulez entendre selon votre vision de la vie, puis qui vous permettrait d'avoir des mensonges qui vous fait du bien. Est-ce que vous prendriez la pilule bleue ou, de l'autre côté, la red pill, la pilule rouge, qui, elle, vous montrait le monde comme il est réellement, qui vous montrait les vraies choses comme elles sont vraiment, puis qui vous dirait les vérités, mais des vérités qui font très mal à entendre. Donc, qu'est-ce que vous préfériez prendre entre les deux? La blue pill ou la red pill? Donc, si vous n'avez pas deviné, c'est quoi mon podcast aujourd'hui? Puis à la fin du podcast, je vais répondre à la question laquelle des deux que je prendrai. Donc, c'est quoi le but de mon podcast aujourd'hui? C'est la poursuite du bonheur. D'où m'est venue cette idée-là de faire cet épisode-là? Mais il y a une couple d'années, j'avais regardé un film avec Will Smith qui était produit par lui, puis dans lequel il jouait avec son plus jeune fils, Jaden. Puis le film, c'était The Pursuit of Happiness. Puis c'est basé sur une histoire vraie. C'est un homme qui est, comment dire, qui a obtenu la garde de son fils, puis qui est sans le sou. C'est si je me trompe pas, il devient un itinérant en début du film, parce qu'il n'a pas les moyens de payer son loyer, puis il doit s'occuper de son fils, puis il n'y a pas d'emploi. Fait puis lui, ce qu'il a toujours voulu avoir, c'est sa maison, sa propre voiture, toutes ces choses-là. Donc, sauf que là, il se retrouve itinérant avec un fils à nourrir. Donc, il décide d'aller suivre une formation de trader. Il devient trader ou courtier. Parce que courtier et trader, c'est pas la même chose. Je pense qu'il devient trader puis plus tard courtier. Il se fait engager dans une firme. Puis à partir de là, il gravit les échelons. Jusqu'à finalement pouvoir ouvrir sa propre boîte à lui, sa propre firme de courtage, puis devenir très très riche. Mais ça, on le voit pas, ça, on l'apprend à la fin du film. Mais dans le film, tout ce qu'on voit, on voit son struggle, on voit dans le fond son combat pour atteindre ce qui est selon lui la poursuite du bonheur. Puis ce film-là, ça m'a vraiment inspiré. Puis ça me rappelé que dans la vie, peu importe ce qui t'arrive, mais si tu travailles fort, tu as des chances de t'en sortir. Puis ça m'a énormément inspiré. Puis désormais, avec les événements qui se passent présentement, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont démoralisés. Je vois beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui se retrouvent sur le chômage, ou d'autres qui perdent leur emploi définitivement. Ou
des emplois ou des entrepreneurs à cause que leur business doit fermer à cause du confinement, ou ont dû fermer à cause du confinement en mars, puis là, il y a un deuxième confinement. Mais leur business, comment dire, ça a été très douloureux pour eux, au point de vue financier, parce que même si il n'y avait plus de revenus qui rentraient, eux, ils devaient continuer à payer leurs factures personnelles, ainsi que les factures de l'entreprise. Ils ont dû mettre à pied des employés, tout ça, puis ça, c'est un stress énorme quand tu es entrepreneur. De ne pas avoir de revenus, mettre des employés à pied, mais en plus, devoir continuer à payer ton loyer commercial, même si tu n'as pas de revenus qui rentrent. Je suis entrepreneur, mais je n'ai pas de local à louer, heureusement. Donc, j'ose même pas imaginer comment ça pourrait être si j'aurais à payer un local, puis j'ai pas de revenus, parce qu'on on me dit de fermer mon local à cause que je suis considéré comme non essentiel, puis je dois payer mes factures commerciales pareil. J'ose pas imaginer comment je me sentirais. Mais avant de continuer, je vais juste vous donner un petit, comment dire, un petit, une petite définition de qu'est-ce que c'est le bonheur. Donc, je vais me déplacer pour regarder sur mon ordinateur pour lire une définition de ce qu'est le bonheur. Donc, le bonheur est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désirs et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité. Beaucoup de mots là-dedans. Hein. Équilibre, durable, satisfaction, aspiration, désir, sentiment, plénitude, sérénité. Donc, c'est beaucoup de mots pour expliquer un seul mot. Donc, à partir de là, c'est quoi, moi, ma définition du bonheur? C'est-tu matériel? C'est-tu social? C'est-tu physique? C'est-tu spirituel? C'est-tu émotionnel? C'est quoi pour moi le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est être en santé. Ça, c'est la chose la plus importante. Pour moi, le bonheur, c'est être en santé. Ensuite, c'est que mes proches, ceux que j'aime, les membres de ma famille, ma copine, mes amis et les connaissances avec qui je m'entends bien, soient en santé et soient heureux. Et que, évidemment, que les gens sur la planète soient heureux et en santé aussi. Parce que même si j'ai des gens que je connais pas, je ne souhaite pas de mal aux gens. Même si c'est des personnes qui sont mauvaises, je souhaite même pas de mal aux personnes qui sont mauvaises. Je souhaite que si c'est des personnes qui sont mauvaises, qu'ils aient à payer de leurs actes. Parce que je trouve que c'est injuste quand il y a certaines personnes qui sont mauvaises, qui réussissent à s'en sortir, puis que des personnes qui soient bonnes ne réussissent pas à s'en sortir. Donc, si t'es quelqu'un de mauvais, j'espère que la société puis la vie va te faire payer les mauvaises choses que tu vas faire dans ta vie. Et qu'après, tu vas avoir la chance de pouvoir te rattraper. Et, tandis que les personnes qui sont bonnes, j'espère que vous allez juste avoir du succès dans votre vie. C'est quoi à part ça aussi, pour moi, le bonheur? Le bonheur aussi, c'est, comment dire, pouvoir m'accomplir dans des objectifs que je me suis défini, puis pouvoir les atteindre et pouvoir les compléter. Les compléter. C'est sûr que dans la vie, il ne faut pas non plus être irréaliste, puis s'imaginer des choses qui sont pas possibles, parce qu'il faut rester rationnel dans la vie aussi. Parce que oui, c'est beau avoir, comment dire, c'est beau d'avoir des aspirations, mais il faut toujours se questionner si les aspirations que vous avez, que tu as, s'ils sont atteignables. Donc,
c'est pas mal ça ma définition de bonheur. Mais aujourd'hui, mais pourquoi, pas aujourd'hui, excusez-moi, mais pourquoi j'ai décidé de faire un épisode présentement sur la poursuite du bonheur? Je sais que, écoutez, moi, je veux pas vous emmerder avec ces choses, avec, comment dire, avec ce que je vais dire à l'instant, parce que je pense qu'on en parle tout le temps, puis on entend tout le temps parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, puis je pense qu'il y a des gens qui ont une écœurette aiguë d'en entendre parler, mais je vais en parler pareil. Pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode-là? Parce que, présentement, on est dans une situation de pandémie mondiale sur la planète. Le coronavirus COVID-19, le coronavirus SRAS COVID-19, quand il a été appelé de manière vulgarisée par les scientifiques pour permettre aux gens de le nommer, parce que son nom scientifique, c'est pas ça, mais son nom générique, c'est ça. Donc, puis ça a occasionné beaucoup de stress. Pourquoi? Parce que tu as des gens que, comme j'ai dit en début d'épisode, d'émission, t'as des gens qui ont perdu leur emploi, t'as des gens qui ont dû être mis sur le chômage, t'as des gens qui ont perdu des proches, t'as des entrepreneurs qui ont perdu leur gagne-pain, t'as eu un confinement, puis là on est revenu en semi-confinement, puis t'as des gens qui peuvent pas sortir de chez eux, t'as des gens qui peuvent pas se déplacer, sortir de leur ville, parce que, par exemple, leur famille, leurs amis, ou leurs conjoints, leurs conjointes demeurent à l'extérieur de la ville, puis ils peuvent pas parce que, exemple, ils sont dans une ville, une région qui était nommée comme étant une zone rouge par le gouvernement. Donc, pour certaines personnes, le bonheur, là, c'est juste pouvoir voir des gens qu'ils aiment. Pour parler du bonheur, il y a certaines personnes qui juste pouvoir voir à toutes les fins de semaine les gens qu'ils aiment, comme exemple leurs amis ou les membres de leur famille. Ça c'est ce qui leur fait plaisir. Puis des fois, malheureusement pour eux, ces gens-là ne vivent pas dans la même ville qu'eux. Donc, ils ont à faire de la route pour aller les voir. Par exemple, des fois, tu habites dans une ville, puis ta famille habite pas dans la ville voisine, mais dans l'autre ville à côté. Puis c'est 1 heure de route en voiture, par exemple. Donc, c'est loin, mais c'est quand même une distance quand même raisonnable. Mais c'est pas une distance que tu peux. Donc, mais si tu te retrouves en confinement, mais c'est une distance que tu ne peux pas faire parce que tu ne peux pas te déplacer dans cet endroit, dans cette région-là, dans cette ville-là, parce que les gouvernements présupposent qu'il y a des risques de contamination. Donc, il y a ça. Puis il y a quoi d'autre aussi qui font que les gens, pratiquement, semblent être malheureux. Tu as beaucoup de gens qui, à cause du stress qu'ils vivent, ils ont commencé à développer, comment dire, une idéologie conspirationniste. Le conspirationnisme, ça vient pas d'hier, ça a toujours existé. Des gens qui croient aux théories du complot, il y en a toujours eu, il faut toujours en avoir. Mais des fois, il y en a qui adhèrent à ça parce que c'est simplement des illuminés ou c'est des gens, comment dire, paranoïaques qui croient à n'importe quoi. Ou mais dans le cas qu'on vit présentement, ce ne sont pas tous des gens paranoïaques. Oui, il y a des gens paranoïaques là-dedans. Oui, il y a des gens qui sont éliminés là-dedans. Mais tu as des gens parmi ceux-ci que le stress qu'ils vivent présentement, ça les a amenés à adhérer à ces idées-là. Donc, puis vivre comme ça, puis avoir des idées comme ça, tu peux pas être heureux quand tu t'imagines que ton gouvernement euh, ou le gouvernement ou que les gouvernements de la planète sont méchants, puis ils veulent tout nous faire ci, puis nous faire ça. Tu peux pas être heureux quand tu penses comme ça. Puis moi, je le répète, je suis pas quelqu'un qui est pro-système. Puis moi, je crois qu'il y a des complots. Il y en a des complots. Mais, comme je l'ai dit dans un autre épisode, il y en a des complots. Mais un complot mondial de pédophiles
qui font des rites sataniques, puis qui boivent du sang d'enfant pour rester jeunes, puis des fabulations comme ça c'est de la folie. Excusez-moi, je ne veux pas insulter personne, mais c'est de la folie, ces choses-là. Puis, c'est même plus se poser des questions, c'est, je me suis fait j'ai des hypothèses dans ma tête, puis je crois que ces hypothèses-là sont vraies, puis je vais faire des recherches pour pouvoir me prouver à moi-même que ce que je pense est vrai. Donc ça, c'est même pas faire des recherches, c'est même pas se poser des questions, c'est avoir des préjugés, avoir des idées un peu farfelues dans la tête, puis chercher à se prouver à soi-même que nos idées sont vraies. Donc, ça fait que vous avez des gens qui ne sont pas heureux. Puis, pourquoi certaines personnes ne sont pas heureux par rapport à ce que je viens de dire? C'est que tu as beaucoup de gens pour qui leur bonheur dans la vie aussi, tantôt j'avais dit que c'était d'aller voir des membres de leur famille, t'en as pour qui le bonheur c'est de travailler. Il y en a pour qui travailler, ces gens-là adorent travailler, même si des fois ils n'aiment pas leur employeur, même si des fois ils n'aiment pas nécessairement leur job, mais pour eux, quand ils travaillent, ils sont utiles. Que tu as beaucoup de gens qui se sentir utiles, sentir qu'ils font quelque chose qui fait comment dire, sentir qu'ils font quelque chose dans la vie qui peut donner un sens à leur vie à eux. Non, excusez-moi. Qui peut faire quelque chose qui peut donner un sens à la vie à d'autres personnes, mais ça donne un sens à leur vie à eux. Donc, puis travailler, être actif, ça peut t'amener une certaine adrénaline, une certaine dopamine, puis ça fait que ça peut te rendre heureux parce que, comment dire, tu es toujours en action, tu es toujours en train de bouger, puis tu fais des choses qui sont considérées comme utiles dans notre société. Donc, ça crée beaucoup de bonheur pour certaines personnes. C'est sûr que du jour au lendemain, quand tu te ramasses à perdre ton emploi ou à être mis à pied temporairement, là, tu te ramasses que tu n'as pas d'emploi, tu es à la maison, tu fais rien, les commerces sont fermés, donc tu ne peux pas aller te changer les idées dans les commerces. Donc, ça occasionne beaucoup de stress, ça rend des gens malheureux. Une autre chose qui peut rendre les gens malheureux aussi par rapport à ça, c'est que quand tu travailles, tu fais de l'argent. Tu fais de l'argent que tu as gagné et que tu mérites d'avoir parce que tu as travaillé à la sueur de ton front. Peu importe que ce soit un emploi physique ou un emploi non physique, tu as travaillé à la sueur de ton front, puis l'argent que tu as retiré, tu l'as mérité parce que tu as travaillé fort pour cet argent-là. Donc, c'est sûr que du jour au lendemain, des gens qui se ramassent, qui n'ont plus d'argent, ou qui n'ont pas autant d'argent, parce que oui, le gouvernement a débloqué une aide gouvernementale pour les gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont été mis à pied temporairement. Mais pour certaines personnes, ça c'est drôle aussi, certaines personnes ont reçu de l'argent qui correspond exactement au salaire qu'ils font. D'autres, que c'est plus que le salaire qu'est-ce qu'ils faisaient normalement. T'en as d'autres que cette somme-là correspond à une somme inférieure au salaire qu'eux ils font normalement. Donc, ceux que cette aide gouvernementale-là vient faire diminuer leur budget, mais c'est très malheureux pour eux parce que ces gens-là sont habitués à un mode de vie, sont habitués à dépenser d'une certaine manière, puis quand tes revenus ne sont plus les mêmes, puis sont diminués, mais tu peux plus dépenser. Puis il y a beaucoup de gens aussi, une autre chose, il y a beaucoup de gens pour qui dépenser, consommer, exemple, aller au restaurant, aller au cinéma, aller dans un bar, aller faire votre épicerie, aller en magasin, juste s'acheter des biens matériels, juste pour le plaisir de dépenser. T'as des gens que ça leur fait plaisir. Des fois, c'est consommer qui leur fait plaisir, ou des fois, c'est le fait que c'est une activité sociale, parce que quand tu sors, tu croises des gens, tu croises des gens, tu vois des gens que tu connais, tu vois des gens que tu connais pas, mais tu sais, t'es dans le public,
t'es entouré de plein de gens. Puis ça, c'est comment dire, t'as des gens qui aiment ça. Donc, quand du jour au lendemain, t'as plus les moyens pour pouvoir faire ce type d'activité, ça aussi, ça peut rendre les gens malheureux. Donc, puis tout ça, tous les éléments que je viens de vous nommer, l'isolement, la perte d'emploi, la diminution de ton revenu, fait que ça crée un stress parce que ta vie n'a plus de sens. Tu travailles pas, tu n'as pas d'argent ou moins d'argent, tu peux pas sortir de chez toi, ou si tu peux sortir, tu peux aller nulle part parce que tout est fermé. C'est pas le cas présentement, mais ça a été le cas en mars, avril et mai. Donc, c'est catastrophique pour certaines personnes, c'est catastrophique parce que les gens, particulièrement en Occident, on, on est tellement habitués d'être dans un univers de consommation extrême, dans un univers où la vie va très vite. C'est nous, on se lève le matin, il faut déjeuner. Pour ça, il faut aller travailler ou aller à l'école. Puis des fois, on travaille en moyenne entre 6 et je dirais 8 heures par jour. Puis tu as ceux qui font du supplémentaire qui font beaucoup plus que ça. Tu as beaucoup de gens qui font plus que ça. Tu as des entrepreneurs qui doivent faire entre 10 et 15 heures par jour. Tu as des gens qui travaillent dans le milieu de la santé qui font entre 10 et 15 heures par jour. Tu as des gens qui travaillent dans la restauration qui font entre 10 et 15 heures par jour parce qu'ils font des chiffres doubles coupés. Donc, c'est pas. Moi, je dis on fait en moyenne entre 6 et 8 heures par jour, mais il y a beaucoup de gens qui font beaucoup plus que ça. Donc, c'est ça. Ensuite, on s'entraîne. Fait que pendant notre pause, pendant la pause du dîner, certains vont s'entraîner ou vont s'entraîner après leur chiffre de travail. Après ça, ceux qui ont des enfants, le matin, ils doivent aller porter les enfants à la garderie ou à l'arrêt d'autobus. Ensuite, après le travail, ils doivent aller chercher leurs enfants à la garderie. Ensuite, ils arrivent à la maison, ils doivent préparer le souper. Ensuite, ils doivent aider leurs enfants à faire leurs devoirs s'ils sont en bas âge. Ensuite, ils doivent préparer les lunchs pour le lendemain. Ensuite, ils doivent donner le bain aux enfants qui sont plus jeunes, ceux qui ne peuvent pas prendre leur bain seuls. Ensuite, ils doivent, s'ils ont un emploi, qui doivent regarder leur dossier, ils doivent regarder leur dossier, compléter leur dossier. Puis ensuite, si c'est des couples, si c'est des couples qui ont une vie sexuelle active, ils vont essayer de trouver une journée dans la semaine pour pouvoir faire l'amour. Après ça, il faut se coucher. Puis le lendemain, tu te réveilles, puis ça recommence. Donc, on vit dans un cycle infernal. Puis ça fait des décennies qu'on vit comme ça. Donc, les gens sont rendus habitués à vivre ainsi. Moi, je trouve pas que c'est sain de vivre comme ça. Toujours vivre dans les obligations, puis toujours vivre dans, dans le sprint à 100 000 à l'heure. Je trouve pas que c'est sain, mais c'est la société dans laquelle on vit, puis les gens sont habitués à ça. Même si beaucoup de gens s'en plaignent, puis beaucoup de gens finissent par faire des burn-out ou à faire des dépressions, mais on est habitué à vivre un tel mode de vie. Donc, du jour au lendemain, quand tu te ramasses à ne pas vivre comme ça, tu as des gens qui sont perdus, parce que tu as beaucoup de gens, comme je dis, le travail, c'est important pour eux, puis ils sont habitués de toujours faire quelque chose. Fait que quand tu te ramasses à, comment dire, pratiquement rien faire, c'est très épeurant pour beaucoup de gens. Puis ça fait que ça crée beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Puis aussi lié au fait que, avec la pandémie qui se passe en ce moment, t'as des gens qui ne savent pas s'ils vont recommencer à travailler. T'as des gens que ça fait 2 fois qu'ils vont avoir été mis à pied. T'as des gens qui n'ont même pas recommencé à travailler encore parce que leur employeur ne s'est même pas remis du premier confinement. Donc, ils sont encore sur le chômage. T'as des gens qui ont recommencé à travailler, mais pas à temps plein. Donc, ça fait que t'as beaucoup de gens qui sont malheureux, qui sont pas heureux. Puis certaines de ces personnes-là ont tombé dans le cercle vicieux
d'adhérer à des théories du complot par rapport à la pandémie qu'on vit présentement. Puis moi, en passant, je ne, comment dire, je ne prétends pas posséder la vérité absolue. Moi, je me vois un peu comme un philosophe, puis un psychanalyste. Moi, j'analyse beaucoup les choses, j'étudie beaucoup les choses, je check beaucoup les chiffres, j'étudie beaucoup l'être humain, j'analyse beaucoup l'être humain, puis je me fais des idées par rapport à ça, puis je donne mon opinion sur ces sujets-là. Il y a des faits qui sont vérifiables, qu'on ne peut pas, comment dire, remettre en question, parce que c'est des faits, c'est prouvé. Mais il y a des faits que des fois, on peut remettre en question parce que tu as des choses qui sont pas claires. Mais tu as des faits que c'est. Même si tu voudrais remettre en question, ben c'est là. Les faits sont là, puis c'est comme le ciel il est bleu. Vous avez beau dire que vous ne croyez pas que pour vous, vous ne croyez pas que le ciel soit vraiment bleu, mais vous levez les yeux en plein jour, vous regardez le ciel, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il est bleu. Donc, même si vous voulez dire que vous ne croyez pas, vous l'avez devant votre visage. Donc, à moins que vous disiez que c'est un écran géant qui couvre toute la planète, quand en réalité, le ciel n'est pas bleu, qui est peut-être orange. OK, mais il n'y a personne qui a réussi à prouver ça, donc on va dire que le ciel est bleu. OK? C'est comme pour la pandémie. Il y a des gens qui croient que Bill Gates a créé la pandémie. Il y a des gens qui croient que Bill Gates a créé la 5G pour pouvoir nous asservir, nous implanter une puce, ou nous donner le cancer. Il y a des gens qui croient qu'il y a une secte mondiale sataniste pédophile qui boit du sang d'enfants pour rester jeune, contrôle la planète. Est-ce que je crois à ça? Non, je ne crois pas à ça. Je crois que c'est n'importe quoi. Mais est-ce que ça se pourrait que ce soit vrai? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'y crois pas. Mais si on m'amène la preuve que c'est vrai, ben, je vais dire, hey shit, on est dans la merde. Vous comprenez? C'est ce genre de choses-là que les complotistes affirment. Si on m'amène la preuve que c'est vrai, ben, je vais dire, on est dans la merde, puis vous aviez raison. Mais il n'y a personne qui a réussi à apporter la preuve que ces choses-là avancées seront vraies. Parce que déjà à la base, là, gérer une entreprise, c'est compliqué. Gérer un gouvernement, juste au point de vue municipal, c'est-à-dire dans une ville, c'est compliqué. Donc, au niveau provincial, c'est extrêmement compliqué. Au niveau fédéral, c'est encore plus extrêmement compliqué. Donc, puis sur la scène internationale, tous les pays qui sont des alliés, tout ça, ont énormément de difficultés à s'entendre. Les, les boss d'entreprise aussi. T'as des entreprises dans les conseils d'administration, ça se tire des cheveux, ça s'envoie des assiettes par la tête, c'est moins l'expression. Mais on voudrait faire croire qu'il y a une organisation ou des organisations qui contrôlent la planète et décident de tout ce qui se passe sur la planète. C'est déjà, tu as le Fonds monétaire international, tu as l'ONU, tu as l'OTAN, tu as la Cour pénale internationale, tu as le G7, tu as le G20, puis toutes ces organisations-là, là, les gens à l'intérieur de ces organisations-là ne s'entendent même pas entre elles. Ils sont toujours en train de se chicaner quand il y a des sommets. Quand il y a des sommets, devant les caméras, ils font des beaux sourires comme si ce seraient les meilleurs amis du monde. Mais quand on entend parler des réunions vraiment, des vraies réunions, ce qu'on entend, c'est que ces gens-là sont toujours en train de se chicaner, sont toujours en train de se menacer de se faire la guerre, ou des choses comme ça, ou de se poursuivre en justice. Quand on voit ce qui se passe au point de vue économique, au point de vue géopolitique, on se rend compte que c'est pas tant l'harmonie. Donc, on voudrait nous faire croire qu'il y a une organisation, des organisations mondiales qui gèrent la planète. Non, il y a des institutions qui sont là pour s'assurer que la planète roule dans le sens qu'elle doit rouler. Puis j'ai oublié l'OMS aussi, qui rentre là-dedans. Donc, quelques organisations que je peux nommer de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de la Banque mondiale, de la BM, de le FMI, le Fonds monétaire international, de l'ONU, de l'OTAN, de G7, de G20,
t'as les États-Unis, t'as l'Union européenne, t'as les Émirats, t'as la Ligue arabe, t'as la Ligue africaine. Ce sont tous des, t'as les associations autochtones des Premières Nations au Canada, aux États-Unis, au Québec. Puis t'as Israël, t'as la France, t'as le Canada. T'as plein d'institutions qui travaillent, qui sont là pour veiller à ce que la Terre, comment dire, le monde dans lequel on vit, roule dans un certain sens, mais toutes ces institutions-là, les membres intérieurs sont toujours en train de se prendre la tête. Donc, si vous pensez vraiment qu'il y a une organisation qui a réussi à s'entendre pour tout gérer tout ce beau monde-là, vous croyez un peu trop au fairy tale, au conte de fées, ou vous avez regardé trop de films, parce que l'être humain n'est pas ainsi. L'être humain, de nature, est toujours en train de se chicaner, est toujours en train de se prendre la tête. Ça, c'est notre côté animal qui ressort. Notre côté compétitif. Travailler en équipe, c'est très difficile. Même dans certaines familles, c'est très difficile de travailler en équipe. Même dans certaines familles, tu as des compétitions. Même dans certains couples, tu as des compétitions. Donc, oui, l'argent peut faire plein de choses, mais l'argent ne réussit pas automatiquement à faire que les gens vont bien s'entendre comme par magie. Non. On reste des êtres humains, puis aussi on reste des animaux aussi. Désolé aux gens qui sont croyants, puis qu'ils vont dire que je dis de la bullshit, mais on reste des animaux. Donc, c'est ça. Puis pour revenir, c'est ça que c'est le petit aparté que je voulais faire. Puis pour revenir au bonheur, dans la vie, dans le monde dans lequel on vit, le bonheur, ça a toujours été défini par la société. Puis là, maintenant, le bonheur est défini par les réseaux sociaux. Facebook. Mais Facebook, Facebook, c'est drôle de parler de Facebook. On est encore sur Facebook, mais les gens se servent de moins en moins de Facebook. Les gens, de plus en plus, ils servent d'Instagram. Mais les jeunes, en tout cas, les milléniaux, selon les statistiques, utilisent de plus en communiquent par Instagram, Messenger et Twitter. La génération X, nous, on communique par Facebook, encore beaucoup. Mais les milléniaux, eux, c'est beaucoup par Instagram, Twitter, Snapchat, puis TikTok et YouTube. C'est beaucoup comme ça que les milléniaux, eux, communiquent entre eux. Et Messenger, évidemment. Et les textos par cellulaire. Donc, pour parler de tous ces réseaux sociaux-là, c'est quoi les réseaux sociaux? Le bonheur, mais le bonheur sur les réseaux sociaux, c'est être riche ou faire semblant d'être, ou se faire passer pour riche. C'est avoir la voiture dernier cri, c'est avoir une grosse maison, c'est être marié puis avoir 2 enfants, ou c'est être, comment dire, aujourd'hui, c'est être non-genré, puis avoir l'identité que tu décides d'avoir pour certains. Le bonheur, comme tu peux être une femme, puis tu n'es pas heureuse dans ton corps de femme, puis dans ta tête à toi, tu es un homme, puis ton bonheur à toi, ça peut être de subir une opération pour devenir un homme, parce que dans ta tête à toi, tu veux pas être une femme, puis tu n'es pas à l'aise dans ton corps de femme, puis dans ta tête à toi, tu penses être un homme. Donc le bonheur pour toi, c'est de subir ton opération pour pouvoir devenir un homme, puis vivre ta vie d'homme. Et pour l'inverse, c'est aussi la même chose. Pour certains hommes qui sont eux dans leur tête ne sont pas des hommes, ne sont pas à l'aise dans leur corps d'homme, eux sont des femmes. Pour eux, le bonheur, ça peut être de subir l'opération pour devenir des femmes. Donc, le bonheur, c'est aujourd'hui, en 2020, presque 2021, c'est rendu. C'est encore la même chose pour beaucoup, mais ça a aussi changé aussi un peu pour d'autres. Mais le modèle de réussite de l'américaine reste encore très présent. Pour beaucoup de gens, encore le bonheur, c'est avoir une maison, avoir une voiture, une super belle voiture. C'est avoir un emploi à 100 000 par année ou plus. C'est avoir des comptes de réseaux sociaux où vous êtes suivi par des milliers de personnes et qu'à chaque fois que vous faites une story ou une histoire,
ou que vous faites un post, ben, t'as des milliers de gens qui likent vos posts. Ou que si vous faites une photo, que des centaines et des milliers de gens likent vos photos. You understand what I'm saying? Donc, pour beaucoup de gens, le bonheur, c'est ça. Principalement pour les milléniaux, mais c'est pas juste les milléniaux. Souvent, on dit beaucoup que les milléniaux sont fragiles, puis ils acceptent pas de se faire challenger, puis que, comment dire, ils sont très anxieux, tout ça. Oui, c'est vrai que les milléniaux sont très anxieux, mais c'est des gens de ma génération, la génération X et la génération Y, qui sont aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, puis qui font beaucoup de posts, puis qui espèrent souvent d'avoir des likes, puis des fois ils font des posts juste pour ça. Donc, les milléniaux ont le dos large, mais la génération X et Y, nous ne sommes pas mieux. Donc, c'est ça. Fait que, est-ce que pour moi, avoir une voiture, avoir une maison et faire 5 000 par année, c'est le bonheur pour moi? Moi, le bonheur pour moi, sincèrement, là, c'est d'avoir la liberté de pouvoir avoir ce que je veux avoir. Le bonheur pour moi, ce serait ça. Exemple, je voudrais acheter une maison à ma mère. Bang! J'aurais l'argent dans mon compte. Bang, je vais acheter une maison. J'appelle ma mère, je fais la surprise, maman, voilà ta maison. Elle est payée, tes taxes de ville et tes taxes scolaires, tout ça, c'est payé pour un an. Tout ce que tu as à payer, c'est ta facture d'hydro, ta nourriture, puis dès l'année prochaine, commencer à payer tes taxes. Mais pour l'instant, ta maison est payée de A à Z, puis tu n'as rien déboursé pour un an, sauf tes besoins personnels. Ça ferait mon bonheur d'offrir ça à ma mère. Ça ferait mon bonheur. Ensuite, dans ma famille, j'ai beaucoup de cousins et de cousines qui sont en bas âge, qui ont allé à l'école. Qu'est-ce qui me ferait mon bonheur? C'est de pouvoir payer leurs études, si j'aurais les moyens. Ou les aider à financer leurs études. Donc, ça ferait mon bonheur. Ou, qu'est-ce qui ferait mon bonheur? Avoir des enfants. Parce que moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Puis avoir des enfants, ça ferait mon bonheur. Pas parce que je veux faire des stories Instagram, puis montrer des photos de mes enfants, parce que je sais que t'as beaucoup de gens, excusez-moi, je veux pas accuser personne, je veux pas être misogyne, t'as beaucoup de femmes qui font des photos avec leurs enfants. Des fois, ils sont légèrement, même que des fois, je vois beaucoup de photos de femmes légèrement vêtues avec leurs enfants, puis des fois, sont vêtues amplement, mais c'est des photos un peu, comment dire, un peu weird, ceux qui embrassent leurs enfants sur la bouche. Puis le but de la photo, c'est clairement de montrer je suis une maman sexy, puis j'ai des enfants ou j'ai des beaux enfants. Donc ça, je trouve ça. C'est, le but de la photo, c'est clairement de montrer sa perfection à travers cette photo-là. Donc, est-ce que c'est sain? Je ne crois pas, mais c'est pour ça que moi, je veux pas avoir des enfants pour pouvoir montrer aux gens, regardez, j'ai réussi, j'ai des enfants. Non. Moi, depuis que je suis jeune, depuis que je suis enfant, je suis jeune. Je parle comme si je serais rendu vieux, là. Non, mais depuis que j'ai, comment dire, depuis que je suis un enfant, aujourd'hui je suis un adulte, mais depuis que je suis un enfant, que je sais que moi, plus tard, je vais avoir une femme, que je vais être marié. Peut-être que oui, peut-être que non, mais depuis que je suis jeune, je sais que moi, je vais vivre ma vie qu'une femme, on va avoir des enfants, puis on va avoir une belle vie. Ça, depuis que je suis jeune, que je le sais, puis je le désire. C'est pas pour faire plaisir aux gens ou pour me montrer meilleur que les autres, non, c'était parce que c'est ce que je désirais, c'est ce que j'ai toujours désiré. Donc, c'est ça. Puis, ça serait quoi pour moi aussi le bonheur? Ça serait de pouvoir avoir la maison de mes rêves. Pas avoir une maison, exemple, à 100 millions, avec une piscine sur le toit, puis un terrain genre aussi tellement gros que je pourrais avoir mon avion privé, puis un hélicoptère, puis une piscine, un terrain de basket, un terrain de badminton, un terrain de tennis, puis une piscine intérieure en plus, puis un gym, nan, nan. On aimerait tous avoir ça! Mais ce n'est pas réaliste. On ne peut pas tous atteindre ça. Mais c'est gros pas mal. Mais juste avoir ma maison avec mon terrain privé,
Puis, une maison à mon goût, avec une piscine, évidemment, un petit spa, un beau petit terrain, un garage intérieur. Ça, j'aimerais ça. Pas pour pouvoir montrer au monde, regardez, j'ai réussi. Non. Parce que moi, j'aime avoir mes propres choses. Puis présentement, j'habite dans un appartement. Puis l'appartement n'est pas à moi. Tout ce qui est à l'intérieur est à moi. J'ai tout payé de mes poches. Ça m'appartient. Mais l'endroit dans lequel je vis ne m'appartient pas. Puis moi, avoir ma maison, ce serait juste pour avoir le fait de la maison, une fois que je l'ai payée, elle est à moi. Parce que rappelez-vous, une maison ne vous appartient pas tant que vous n'avez pas fini de la payer. La maison appartient à la banque. Puis si vous manquez des paiements, puis vous tombez dans le rouge en nez, la banque va reprendre la maison, puis tout ce que vous avez payé sur cette maison-là, vous allez avoir perdu. Même si, mettons, vous avez payé le quart ou la moitié de votre maison, si vous tombez dans le rouge, puis vous pouvez pas vous pouvez pas refinancer votre hypothèque, ou vous pouvez pas réemprunter, puis vous n'êtes plus capable de faire vos paiements, la banque va reprendre votre maison. Donc, la maison ne vous appartient pas. Donc, même si vous avez signé, puis ça dit que vous êtes propriétaire, en réalité, la maison appartient à la banque qui vous a fait le prêt hypothécaire. Ça, ne l'oubliez jamais. Mais quand vous avez payé la maison, elle est à vous. Donc, moi, c'est ça que j'aimerais, avoir ma maison. Moi, je vais être content aussi si j'emprunte pour avoir ma maison puis je fais des paiements. Mais évidemment. Donc, c'est ça. Puis, avoir évidemment ma voiture. Pourquoi avoir ma voiture? Parce que pour pouvoir me déplacer où je veux. Puis pouvoir avoir la liberté d'aller où ce que je veux. Parce que quand tu as une voiture, tu peux sauver beaucoup de temps. Quand tu as une voiture, tu peux, évidemment, je vais me répéter, mais tu peux te déplacer où tu veux. Donc, ça t'amène une très grande liberté à avoir une voiture. Donc, c'est sûr que avoir une voiture, ça aussi, ça fait partie de quelque chose que j'aimerais avoir aussi. Puis je parle de ça en passant, j'ai eu mon permis, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines ou une semaine. Eh oui, à 35 ans, je viens d'avoir mon permis. Ça faisait quoi? Ça faisait plus de 10 ans que j'avais mon permis temporaire. Ouais, ça faisait plus que 10 ans que j'avais mon permis temporaire. Puis, je l'avais. Dès que j'ai eu mon permis temporaire, je t'avais passé mon permis. Dès que j'ai eu mon permis, j'ai passé mon examen théorique. Je t'avais passé mon examen pratique. Je l'ai coulé, je l'ai coulé quoi? 3 fois. Je me suis tanné. Parce que après 3 fois, j'étais à bout, j'étais écœuré. Après ça, j'ai été 9 ans sans aller faire mon examen. Parce que j'étais là, fuck that. Je vais jamais réussir à le passer. Mais genre, tout le temps, j'ai appris à conduire convenablement pour que la prochaine fois que j'aille passer mon permis, je le passe. Puis suite à ça, je suis retourné. Je l'ai coulé. J'ai coulé combien de fois? Je l'ai coulé 2 autres fois. Puis la 6e fois, elle était la bonne. Il y a du monde qui vont dire, hein, moi j'ai passé du premier coup, ou moi j'ai passé du deuxième coup. Mais, ok, tant mieux pour vous. Moi, ça m'a pris 6 fois. Première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je ne vous dirai pas. C'est pas quelque chose de grave, mais c'est ça. Ça m'a pris 6 fois pour pouvoir passer mon permis. Puis là, vraiment, j'ai envie d'avoir une voiture parce que j'en ai besoin pour ma business. Donc, c'est ça. Puis, puis c'est même pas pour pouvoir montrer au monde que ah, regardez, j'ai une voiture, j'ai un flash, j'ai une voiture. Non, c'est même pas pour ça, c'est juste parce que j'en ai besoin. Je perds tellement de temps à me déplacer en autobus que je perds de l'argent aussi.
quand tu as une voiture, c'est la liberté d'aller te déplacer où tu veux. Puis aller à un endroit, des fois, en autobus, c'est pas long nécessairement à un endroit en autobus. Mais le problème, c'est que tu dois marcher pour aller prendre l'autobus. Si l'arrêt d'autobus est pas à côté de chez toi, tu dois l'attendre. Si ça ne passe pas bientôt, tu l'apprends. Pour l'autobus t'amène à un endroit. Des fois, tu dois faire un transfert. Tu dois transférer. Ensuite, tu arrives à ton point où tu dois aller. Là, tu dois. Tu fais tes commissions. Tu finis tes commissions. Tu dois aller attendre l'autobus. Si ça ne passe pas tout de suite, tu prends l'autobus. Puis des fois, tu as encore à faire un transfert. Prendre ton transfert. Puis arriver, revenir chez toi. Par exemple, même si l'endroit n'est pas loin de chez toi, là, même si, dans l'exemple, même si juste juste le trajet d'autobus, je parle pas de se rendre à l'heure d'autobus puis attendre l'autobus, même si juste le trajet d'autobus, des fois, c'est entre, comment je pourrais dire, entre 5 et 20 minutes, mais ton activité peut te prendre entre 1 heure et 2 heures juste parce que le temps le temps que tu vas perdre à te rendre à l'arrêt de bus, à attendre l'autobus et à prendre l'autobus. Vous comprenez? Parce que si tu es en voiture, tu charges chez toi, tu prends ton autobus, puis tu t'en vas à ton rendez-vous ou ton point où tu dois aller directement sans avoir à attendre. Sauf si tu n'es pas chanceux, tu vas être pris dans le trafic. Donc, puis moi, je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup dans une semaine. Je vais à l'école, je vais au travail, j'ai ma business qui fait que je dois me déplacer parce que je suis entrepreneur. Donc, je dois me déplacer. Euh, je vais au gym, je vais chez ma copine. Donc, tu sais, c'est, comment dire, quand je peux dire ça, j'ai énormément de déplacements à faire dans une semaine. Puis le fait de ne pas avoir de voiture me fait perdre beaucoup de temps. Puis le temps que je gaspille à prendre un autobus, c'est du temps que je pourrais relaxer. C'est du temps que je pourrais relaxer. Là. Comme exemple, aller faire mon épicerie, que ça me prend, exemple, 1 heure à faire mon épicerie. C'est-à-dire, aller prendre l'autobus, aller arriver à l'épicerie, faire mon épicerie, sortir, attendre l'autobus, prendre l'autobus, puis revenir chez moi. Ça peut me prendre minimum 1 heure. Mais si je rentre en voiture, ça me prendrait maximum, là, maximum 30 minutes. Maximum 30 minutes. Puis les 30 minutes que j'aurais économisé, c'est un 30 minutes que je pourrais relaxer. Quand je vais au gym. Avec l'autobus, me rendre au gym, c'est maximum 15 minutes. Maximum. Mais me rendre à l'arrêt de bus, prendre l'autobus, arriver au gym. Ensuite, quand je finis le gym, aller prendre l'autobus, l'attendre, l'apprendre, revenir chez moi. Exemple, au gym, je reste 1 heure, mais je peux être parti. Mais l'aller-retour peut me prendre 1 heure. Fait que mon activité de gym, que si j'arrête une voiture, pourrait me coûter 1h15 de ma journée. Comme j'ai pas de voiture, ça me coûte 2 heures et plus dans ma journée. Puis c'est 45 minutes-là que je perds. Mais si j'arrête une voiture, c'est un 45 minutes que je pourrais utiliser pour prendre mon temps et pour relaxer. Puis le fait que j'ai pas de voiture, je ne peux pas faire ça. Donc, c'est même pas un luxe. Puis en plus, je suis quelqu'un qui a utilisé le transport en commun toute ma vie. Puis le transport en commun, c'est bien. T'as pas le stress de conduire, t'as pas le stress de regarder partout. Puis c'est quand même efficace, particulièrement à Montréal, dans les autres grandes villes nord-américaines, quand tu vas prendre le métro est très efficace. Donc, j'ai rien à dire contre le transport en commun, sauf que des fois, ça peut arriver qu'il y ait des ratés, mais le transport en commun, à part ça, c'est un moyen sécuritaire de se déplacer, mais c'est très
c'est très lent prendre le transport en commun. C'est très lent. Parce que tu as des transferts. Parce que les chauffeurs d'autobus doivent arrêter aux arrêts d'autobus pour prendre des passagers, doivent arrêter pour débarquer des passagers, doivent arrêter. Donc c'est très. Un autobus ne peut pas aller plus vite qu'une voiture parce que c'est gros une voiture. Un autobus, c'est gros. Puis aussi, tu as le fait que tu as la sécurité des passagers qui sont entre les mains du chauffeur. Donc, le chauffeur ne peut pas se permettre de rouler aussi, de rouler euh, aussi vite qu'une voiture, là. Même s'ils ont des voies réservées. Donc, c'est une perte de temps un peu, prendre l'autobus quand tu n'as pas. Quand tu as une vie, quand tu as un rythme de vie chargé, puis avoir une voiture, c'est quelque chose qui peut te sauver la vie. Donc, pour moi, ma vision du bonheur, ça serait de pouvoir faire plaisir aux gens que j'aime et pouvoir me faire plaisir selon les critères que je vous ai dit. Puis dans la population, pour beaucoup de gens, le bonheur, c'est de pouvoir montrer qu'ils ont réussi dans la vie et pouvoir être utile. C'est ça le bonheur pour beaucoup de gens. Puis présentement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux parce qu'ils ne font rien, puis ils ne se sentent pas utiles. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont plus capables d'assurer leur mode de vie parce qu'ils n'ont plus les revenus nécessaires à ce mode de vie-là. Des gens qui ne sont pas heureux parce qu'ils ne peuvent pas aller voir les gens qu'ils aiment. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux. Mais, tu as des gens qui sont heureux parce qu'ils réussissent à accomplir les choses qu'ils veulent accomplir dans la vie. Tu as des gens qui font des choses dans leur vie qui les satisfait au point de vue physique et émotionnel. C'est quoi aussi qui me rend heureux aussi? Le sexe, faire l'amour, évidemment. Ça me rend heureux. Pourquoi? Parce que c'est bon. C'est excellent. Désolé pour les oreilles chastes. Donc, c'était ça pour la poursuite du bonheur. Maintenant, je vais répondre à la question que j'ai posée en début d'épisode sur la red pill et la blue pill. Ou plutôt, j'ai nommé la blue pill en premier, puis la red pill en deuxième. La blue pill, la pilule bleue, qui, pour faire court, te permet d'avoir un mensonge qui fait du bien. Puis la pilule rouge, la red pill, qui te dit, les vérités qui font mal. Puis on peut extrapoler ça en la pilule bleue te permet de voir ce que tu veux voir pour te satisfaire toi. Et la pilule rouge te permet de voir les choses comme elles sont réellement, même si ça peut faire très mal. Donc, lequel des deux que moi je voudrais avoir? Je suis peut-être que les gens vont me trouver bizarre, mais moi je suis quelqu'un. Moi, je suis un battant. Moi, je me considère comme étant un combattant, un guerrier, euh, que ce soit au point de vue littéraire, au point de vue physique, au point de vue mental. Euh, J'aime affronter la vie. J'aime affronter j'aime affronter. J'aime pas avoir des épreuves. Ça, j'aime pas ça. Je déteste avoir des épreuves. Mais j'aime pouvoir surmonter les épreuves quand j'en ai dans ma vie. J'aime trouver des solutions à mes problèmes. J'aime aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Puis j'aime relever des défis. Mais pour ça, c'est important que je sache en, quels sont les. En quoi, comment dire. Comment je peux dire ça? Qu'est-ce qu'il y en est? C'est important que je sache qu'est-ce qu'il y en est. Parce que si je verrais tout le temps la vie en bleu, puis je verrais pas ce qui se passe vraiment,
je pourrais pas m'améliorer, puis je pourrais pas relever les défis que j'ai à relever, parce que dans le fond, je verrais jamais contre quoi je verrais jamais genre de trucs de mauvais trucs, je verrais jamais de négatif. Fait que j'aurais pas le goût de me battre parce que je me dirais oh la vie est belle, tout va bien. Donc j'aurais jamais le goût de me battre. Puis dans le fond, sauf que je vivrais dans une bulle. Puis si on est finalement, je découvrirais, mettons, exemple, la vérité, exemple. Mais ça serait le suicide ou la dépression. Donc, moi, la pilule rouge, la red pill, je la prendrais parce que comme ça, je pourrais savoir à quoi m'en tenir, puis je pourrais savoir quoi faire pour surmonter les choses au meilleur de mes capacités. Ça veut dire mais les gens qui choisissent la blue pill, j'ai rien contre ces gens-là. C'est leur choix. Mais moi, je serais prêt de choisir la blue pill puis de me faire dire des vérités. Non, excusez-moi. Je serais prêt de prendre la blue pill puis de me faire dire des mensonges qui font du bien. Je sais que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je sais qu'on ne peut pas tout savoir parce que sinon on pourrait peut-être devenir fou à savoir des choses vraiment terribles qu'on ne veut pas, qui n'est pas nécessaire que l'on sache. Mais il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable et se bander les yeux et croire que tout est beau. Il ne faut pas non plus croire que tout est mal. Mais moi, la pilule rouge, je la vois pas comme étant quelque chose qui me ferait voir la vie de manière négative, tout ça. Non, moi, je la verrais comme. La pilule rouge, je la vois comme. Voilà la réalité des choses. Voilà, présentement devant toi, il y a une montagne. Elle est haute. Mais voilà qu'est-ce qu'il y a dans cette montagne-là. Qu'est-ce que ça prend pour la monter. À partir de là, si tu veux l'escalader, fais une stratégie, puis essaye d'aller la monter la montagne. Puis si tu réussis à la monter, tant mieux. Si tu ne réussis pas, au moins tu vas avoir essayé. Donc moi, c'est comme ça que je suis. Donc c'est pour ça que moi, c'est la red pill que je prendrais. Donc c'était ça pour mon épisode sur la poursuite du bonheur. Donc je suis content de vous avoir retrouvés. Je suis content d'être de retour. Donc n'hésitez pas à. Si vous m'avez suivi, si vous avez regardé cet épisode-là sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à poser un commentaire et à partager ma vidéo. Si vous m'avez écouté sur un site de streaming, tel Spotify, Google Podcast, Google Balado, iTunes, Apple Podcast, Balado Québec ou PodCloud, ben, donnez-moi une note, un commentaire si c'est possible, et partagez sur vos réseaux sociaux. Parce que c'est en faisant cela que notre communauté va grossir. Donc, c'était de moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace out.